Alors, on se lance. Bonjour tout le monde. Mon nom est Geneviève Gravel. Je suis coordonnatrice à la formation et au transfert de connaissances à l'appui pour les proches aidants. Alors, comme on le disait, la conférence d'aujourd'hui s'intitule Sensibiliser et soutenir les parents proches aidants en post-aidance. Je tiens à vous remercier d'être présent, premièrement, de me recevoir aussi. Puis j'espère sincèrement que la présentation va être à la hauteur de vos attentes. Maud, si jamais il y a quoi que ce soit, coupe-moi, interromps-moi, puis on en discute. Alors, pour ce qui est du plan de match, voici ce que je vous propose. Donc, on va aborder l'importance de se reconnaître comme personne proche aidante et peut-être plus spécifiquement comme parent aidant. On va ensuite explorer ensemble ce que signifie la post-aidance. Je vais ouvrir sur la notion de trajectoire aussi, qui est si importante en proche aidance de façon générale, mais aussi en post-aidance. Puis, je pourrais vous parler des pratiques gagnantes en post-aidance, puis je vous partagerai un petit peu le contexte puis la méthodologie qui a été utilisée dans le développement de ces pratiques-là. Puis à la fin, brièvement, je pourrais vous parler des services de l'appui qui pourraient vous intéresser. Puis on va avoir le temps à la fin pour des questions. Je vous dirais que la présentation en soi, j'en ai peut-être pour 35 minutes, gros max 40, ce qui va nous donner du temps à la fin pour échanger. Je serai vraiment heureuse de vous entendre si jamais vous avez questions, commentaires, réflexions. Alors voilà, j'espère que le plan vous convient. On se lance. Alors, se reconnaître comme personne proche aidante. Pour parler de la reconnaissance, je pense que ça vaut toujours la peine de revenir à la définition qu'on retrouve dans la politique nationale des personnes proches aidantes et son plan d'action. Donc, je vais lire la définition tout simplement. Alors, selon la loi, une personne proche aidante se définit comme une personne qui apporte un soutien à un ou à plusieurs membres de son entourage qui présentent une incapacité temporaire ou permanente de nature physique, psychologique, psychosociale ou autre, peu importe leur âge, leur milieu de vie, avec qui ils partagent un lien affectif, familial ou non. Alors, les proches aidants vont soutenir des conjoints, des enfants, des parents, des grands-parents, des frères, des sœurs, beaux-parents, amis, voisins, etc. Alors, on s'entend que c'est une définition qui se veut inclusive, qui tient compte de la diversité des réalités et des contextes dans lesquels les personnes proches aidantes exercent leur rôle. Mais là, pour nous aujourd'hui, euh, explorons peut-être un peu plus l'aspect, le terme parent proche aidant, parent aidant. Qu'est-ce qu'on entend par parent proche aidant? Je pense qu'il y a plusieurs spécificités pour les parents aidants, puis je vais vous en partager quelques-unes. Il y en a probablement beaucoup plus que ça, là, mais on va commencer avec ça. Donc, les responsabilités parentales vont souvent se prolonger dans le temps, souvent à l'âge adulte, et ou vont impliquer une dimension de soins puis de soutien peut-être plus importante qu'à la normale, entre guillemets. Hem, il va souvent avoir une prise en charge qui va être multidimensionnelle pour répondre aux différents besoins de son enfant, ce qui va souvent exiger, une coordination importante de la part des parents. Tu sais, on va souvent dire que la proche aidance les proches aidants, c'est un peu comme des cordeaux. Il y a beaucoup de choses à gérer au quotidien. Donc, même chose pour les parents aidants. Ça peut être assez intense au niveau de la coordination des rendez-vous, des soins, des services, et cetera. Les impacts émotionnels et physiques vont souvent être bien présents aussi. Donc, le rôle de parent est déjà exigeant à la base, on le sait, tout comme le rôle de proche aidant. Alors, la combinaison des 2 rôles va souvent nécessiter des actions pour prévenir l'épuisement. Puis, je pense que de là, l'importance de l'autoreconnaissance de ce rôle-là aussi. C'est pas nécessairement inné d'être un parent proche aidant. Puis, je pense que de le reconnaître, ça peut aider à peut-être aller chercher du soutien. Puis je tiens évidemment à préciser que c'est un rôle qui est aussi enrichissant et positif, là. Les opportunités d'apprentissage sont énormes, sans parler de l'affection qu'on porte pour nos enfants, bien entendu. Mais je pense que ça n'empêche quand même pas que les défis peuvent être bien réels aussi. Souvent, il va y avoir des défis de la conciliation qui vont être importants. Il faut continuellement jongler avec les responsabilités familiales, sociales, personnelles, professionnelles, qui peuvent être assez prenantes, puis se poursuivre même lorsque notre enfant est un adulte peut-être non autonome. Donc, c'est quelque chose qui se poursuit dans le temps, cette notion de conciliation qui n'est pas toujours évidente. Et ici, la notion d'identité est super importante, surtout quand on parle des parents aidants en post-aidance. Alors, comme je disais, on s'entend que c'est un rôle qui va prendre une place centrale dans sa vie, qui va devenir en quelque sorte une partie importante de son sentiment identitaire.
Alors, lorsqu'un événement de la vie va faire en sorte que le rôle de parent aidant ne se vivra plus de façon active, puis on va en parler tantôt, je pense que ça peut être assez normal de ressentir un vide, puis d'avoir une foule de questionnements sur soi-même, sur le sens de sa vie, après avoir occupé un rôle aussi important. Il y a une dimension quand même assez existentielle qui peut surgir, puis qui peut dérouter euh, les personnes qui en font l'expérience. Puis ça m'amène à vous parler assez rapidement, plongeons dans le cœur du sujet, qu'est-ce que la post-aidance? Heu, de façon générale, on va dire qu'il s'agit de l'après-proche aidance. Il y a pas de définition officielle qui existe à ce jour. C'est une expression qui figure quand même maintenant dans le plan d'action gouvernemental en proche aidance. Je peux vous dire que les études sur la post-aidance se retrouvent dans la littérature depuis les années, 90 à peu près et que la notion de deuil figure souvent dans les écrits. Donc vraiment le deuil d'une personne qu'on aide qui décède, mais aussi le deuil d'un rôle de proche aidant finalement qu'on laisse un peu derrière ou qui se transforme. La post-aidance peut être vécue à tous les âges et pour, les différents profils de personnes proches aidantes. Puis avant de vous partager peut-être une définition de la post-aidance, j'aimerais, vous parler du contexte dans lequel l'appui, dans lequel j'ai eu l'opportunité de développer avec mes collègues et des intervenants des organismes, des pratiques gagnantes en post-aidance. Alors c'est un projet qui découle de la mesure 31, du plan d'action gouvernemental en proche aidance. Puis l'objectif de cette mesure-là, c'était d'actualiser les pratiques liées à l'organisation des services destinés aux proches aidants, donc vraiment en s'adressant aux organisations souhaitant développer ou améliorer leurs services. Alors, pour votre information, on a mis à jour des pratiques gagnantes en soutien psychosocial, en répit, en information, formation qui avaient été rédigées par l'appui en 2013 puis 2016. Puis, on a développé des pratiques gagnantes en services numériques, en soutien auprès des hommes proches aidants et en post-aidance. Alors là, pour aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur les pratiques en post-aidance. Puis, je peux vous dire que mes collègues et moi, on a rencontré une vingtaine d'organismes en post-aidance qui offre des services aux proches aidants de tous les âges, incluant, des parents proches aidants. Je vous dirais surtout en soins palliatifs, mais aussi au sein d'organismes qui offrent des services, aux personnes proches aidantes endeuillées, mais aussi spécifiques à la post-aidance. Alors, on a fait des entrevues individuelles, mais aussi des focus group avec des intervenants, des gestionnaires de ces organismes-là, pour discuter de ce qui fonctionne bien, dans les services offerts aux proches aidants endeuillés, puis en post-aidance. Peut-être vous dire aussi au départ, on a fait une revue de littérature, hein. On est allé chercher des articles scientifiques qui ont été rédigés sur la post-aidance pour recenser, ce qui existait. Ça nous a aidé à bien entendu à formuler nos questions pour les entrevues, puis ça nous a permis une base solide, sur laquelle nous appuyer, pour la suite. Puis on a aussi rencontré des chercheurs, des cliniciens, puis leur expertise a vraiment enrichi, je pense, notre réflexion, puis ça l'a ajouté une profondeur supplémentaire à nos travaux. Alors, tout ça pour vous dire qu'on a conceptualisé les pratiques gagnantes en post-aidance selon 4 ancrages, différents. Puis je tiens à vous préciser quelque chose tout de suite. Je vous partage ceci avec beaucoup d'humilité. Je suis ouverte à recevoir vos réflexions critiques, vos commentaires. C'est important pour moi de préciser que j'arrive pas avec une posture experte. Puis aussi vous préciser que dans nos travaux, c'est ça, on inclut des proches aidants de tous les profils, pas seulement les parents aidants. Donc, il y a peut-être des choses aujourd'hui que je vais vous dire qui vont vous parler et peut-être d'autres moins. Puis c'est tout à fait normal. Alors, c'est vraiment à partir des entrevues qu'on a faites, des travaux, qu'on a élaboré une définition de la post-aidance. C'est quelque chose une définition qu'on vous propose et je vous la lis à l'instant. Donc, la post-aidance désigne la période de transition suivant la fin de la période de proche aidance active, qui se caractérise par un processus d'adaptation. Donc, la post-aidance peut survenir dans différentes situations, notamment lorsque la personne aidée soit décède, se remet de son problème de santé, entre en rémission, ne souhaite plus ou n'a plus besoin d'être soutenue par la personne proche aidante, ou lorsque la personne proche aidante, elle-même va peut-être choisir de mettre fin à la relation d'aide pour divers motifs. Ça peut être en lien avec des défis personnels, de santé physique, et ou mentale, mais aussi en lien avec la conciliation travail proche aidante et cetera. Bien entendu, il peut y avoir plusieurs situations qui peuvent mener à ça. Ou lorsque la personne proche aidante va céder sa place à une autre personne qui prend, le relais.
La post-aidance se vit donc vraiment en continuité du rôle de proche aidant. C'est pas quelque chose qui est isolé à part, c'est vraiment quelque chose de continu avec l'expérience de proche aidance. Et elle peut nécessiter une réappropriation puis une réaffirmation identitaire, un peu comme je nommais tantôt. Et la post-aidance peut s'enchevêtrer avec le processus de deuil, bien entendu. Ici, c'est important, je pense, de parler de la notion de trajectoire, parce que, ben, surtout quand on va parler de post-aidance, puis ça permet d'avoir un visuel sur tout ce qui a été vécu pendant la relation avec la personne aidée. Et quand on parle justement de l'unicité de chaque trajectoire, ben, je pense que ça vaut la peine de dire quelques lignes sur le sujet, surtout que la notion de trajectoire va nous permettre de mieux comprendre les 4 différents ancrages que je vais vous présenter là, en lien avec les pratiques gagnantes en post-aidance. Ici, petite parenthèse, je tiens à préciser que l'Observatoire, excusez-moi, québécois de la proche aidance a vraiment développé, il développe toujours là, des trajectoires vraiment pertinentes de différents profils de proches aidants, des trajectoires beaucoup plus complètes que ce que moi je vous présente. Je vous invite à les consulter, c'est pas déjà fait, là, ils sont disponibles sur leur site. Mais moi, ce que je vous présente ici aujourd'hui, c'est vraiment pour se donner une idée plus générale de l'importance de parler de trajectoire en post-aidance. Alors, on sait que les proches aidants ne vont pas vivre leur rôle de la même façon, en raison, entre autres, de la condition, de la situation de la personne aidée et de leur situation de vie. Et dans le schéma ici, on voit différents cercles hein, qui représentent différents moments dans cette trajectoire-là. La partie bleutée dans les cercles représente le rôle avant la proche aidance et la partie orangée, le rôle de proche aidant. Et la répartition entre les rôles, donc vraiment entre le bleu et l'orange, évolue et bouge constamment. Puis c'est ce que les flèches dynamiques là, dans le cœur des cercles essaient de représenter. C'est pas statique cette affaire-là, ça bouge tout le temps. Alors pour ce qui est de l'entrée dans le rôle, ben, on s'entend que le début du rôle de proche aidant peut se faire de différentes façons. Hein. Certaines personnes, l'entrée dans le rôle va se faire graduellement, tout doucement. On s'en rend même pas trop compte que c'est ça qui est en train de se passer. Alors que pour d'autres proches aidants, l'entrée va se faire du jour au lendemain. Donc, ça peut être après un accouchement, après un accident, dès qu'on apprend une maladie. On s'entend qu'il y a plusieurs situations possibles. Et souvent, la personne proche aidante va chercher à comprendre ce qui est en train d'arriver, va vouloir des informations, du soutien, à faire du sens avec cette nouvelle réalité-là qui s'installe aussi. Il peut y avoir des deuils vécus. C'est rare qu'on se reconnaît aussi comme proche aidant là, à ce stade-là, surtout comme parent. Heu, une fois le choc, passé, souvent on va passer à la mise en place de l'aide. Donc, je vous fais ça, très général. On va prendre conscience souvent de l'ampleur de la tâche et des besoins. Il va souvent avoir des décisions importantes à prendre aussi. Est-ce que comme proche aidant, je dois diminuer mes heures au travail? Quelles décisions est-ce qu'on a à prendre concernant le choix de certains soins, de certains traitements? Il faut adapter la maison. Est-ce qu'on peut faire en qui est-ce qu'on peut faire confiance pour nous aider? C'est quoi les services qui existent? J'ai droit à quoi? Donc, c'est sûr qu'il y a une foule de questions qui va surgir. Il faut trouver des stratégies d'adaptation puis de l'information pour faire face à ces différents défis-là. Ensuite, on va parler d'engagement actif aussi. On parle du maintien entre les différentes sphères de la vie, puis la poursuite des activités quotidiennes qui doivent ben, tenir un équilibre. Hein. Il y a une certaine forme de routine qui va s'installer souvent. On va se familiariser avec le rôle, avec les responsabilités liées aux soins et au soutien, responsabilités qui vont souvent évoluer aussi. Alors, comme intervenant, je pense que c'est important d'accompagner les proches aidants à vraiment ben, identifier leurs besoins, leurs limites, pour prévenir l'épuisement, puis faire les ajustements nécessaires tout au long du cheminement vécu. Et parfois, ben, une réorganisation du soutien doit se faire. Donc là, on est dans le petit cercle ici. Quand la charge de présence puis de soins devient trop importante. Donc, il peut s'agir d'avoir plus d'aide de l'extérieur, de modifier certaines tâches réalisées, d'entreprendre un changement de milieu de vie. Il y a plusieurs scénarios possibles, encore une fois. Mais la boucle complète ici, donc la boucle entre la réorganisation du soutien puis le risque d'épuisement, c'est vraiment pour illustrer le fragile équilibre finalement auquel fait face la personne proche aidante dans cette trajectoire-là.
Et ici, la post-aidance, donc une fois entré dans la transition vers la post-aidance, et d'ailleurs, ce n'est pas tous les proches aidants qui vont vivre la fin de leur rôle actif, hein. C'est pas tout le monde qui va vivre la post-aidance et c'est pas tout le monde qui va avoir besoin de soutien en post-aidance non plus. Il faut vraiment bien nuancer. Mais souvent en post-aidance, la personne proche aidante va devoir réaménager son quotidien maintenant que le temps dédié à son rôle actif de proche aidant est terminé ou transformé complètement. Et c'est intéressant de voir qu'on n'est plus dans l'orange, hein. Il y a comme quelque chose qui est modifié ici. On parle plus d'un petit bleu, donc il y a quelque chose qui est un peu vacant, si on veut, qui est comme à réimaginer. Bref, on va en parler plus en détail. Alors, certaines personnes vont devoir vivre le deuil d'un rôle laissé derrière, mais aussi parfois le deuil de la personne aidée qui est décédée. Dans ce cas-ci, ça pourrait être son enfant. Et comment faire ce deuil-là? Comment combler un rôle qui a été aussi prenant? Et comment soutenir les proches aidants qui vivent la post-aidance? C'est un peu les questions qu'on se pose aujourd'hui. Puis, je vais vous transmettre quelques pistes peut-être pour cet accompagnement-là. Alors, on a parlé de la trajectoire, puis bien entendu, je pense qu'au fil de la trajectoire, ce qu'on comprend, c'est que c'est des besoins hein, qui évoluent dans le temps. Alors, la trajectoire permet de mettre en lumière ces différents besoins-là qui vont être vécus au fil du temps. Puis je pense que comme intervenant, c'est vraiment essentiel de les entendre, d'entendre même en post-aidance, c'est quoi les besoins qui ont été vécus avant de se rendre en post-aidance. Alors, que ce soit des besoins émotionnels, psychologiques, des besoins relatifs à la santé physique, des besoins de reconnaissance, de valorisation aussi, des besoins relationnels, sociaux, des besoins d'information, de connaissance, des besoins de répit. Il y a tellement de besoins, en fait, qui peuvent être vécus. Hem, Puis on s'entend, c'est normal parce que le rôle de proche aidant, le rôle de parent aidant, finalement, va toucher absolument toutes les sphères de la vie. Et bon, comme c'est inscrit, ben, les besoins vont évoluer puis se transformer au fil du temps. C'est pareil, c'est la même chose en post-aidance que pendant la trajectoire. Alors, c'est un continuum, c'est ce que j'essaie d'exprimer. Comme intervenant, alors ça va être important de comprendre, c'est quoi les différents facteurs qui vont influencer justement comment la post-aidance va se vivre. Il faut prendre en compte différentes circonstances liées à l'expérience de proche aidance avant la transition, mais aussi les différents facteurs qui vont teinter le processus d'adaptation qui est la post-aidance. Alors, comme intervenant, il faut prendre en compte les éléments suivants. Donc, j'en nomme quelques-unes, les caractéristiques personnelles et culturelles, l'âge, l'histoire de vie de la personne proche aidante, la dynamique hein, dans la relation avec la personne aidée, la charge émotionnelle qui a été vécue, le degré d'implication, mais aussi l'épuisement ressenti, la durée de la trajectoire d'aide, l'intensité aussi, les transitions qui ont été vécues pendant, le soutien qui a été reçu pendant tout ce temps-là ou pas reçu, puis le type, la situation de vie qui va mener vers la sortie du rôle actif. Et là, on parle de facteurs, mais bien entendu, il y a plusieurs conséquences aussi qui vont être vécues en post-aidance. Encore une fois, c'est pas, j'ai pas il pourrait en avoir beaucoup plus que ça. Je vous en partage quelques-unes. Donc, on dit souvent que, ben, vivre le deuil d'un proche, c'est une chose, mais vivre le deuil d'un proche dont on a pris soin, ben, c'en est une autre. En post-aidance, le proche aidant, le parent aidant peut ressentir un sentiment de soulagement et ou d'alourdissement, ou les 2 en même temps, ou les 2 séparément, ou bon, c'est possible de ressentir tout ça en même temps. Un sentiment de vide, la perte du sens de la vie, c'est quelque chose qu'on entend. Un deuil, hein, du rôle laissé derrière ou qui a subi une transformation, un isolement, une absence d'un réseau de soutien. C'est pas rare, hein, que les proches aidants, les parents aidants commencent quand même assez isolés, là, après tout ça. Hem, un sentiment de culpabilité. La culpabilité, on le sait, c'est une émotion qui est assez, ben, fréquente chez les personnes proches aidantes, autant pendant la trajectoire qu'après. Alors ça vaut la peine de l'explorer celle-là, parce qu'elle peut prendre beaucoup de place. Et la perte identitaire. Donc souvent, on va entendre les personnes proches aidantes, les parents aidants arriver en post-aidance et nous demander: «Hey, je suis qui maintenant? J'étais qui en fait? Je m'en souviens même pas, j'étais qui avant l'entrée dans ce rôle-là? Puis j'aspire à quoi maintenant?» C'est comme
Ça peut être tout confus, puis quand je parlais de questionnement existentiel, de cherche de sens, comme je disais, ça peut être assez déroutant aussi de vivre ces questionnements-là. De là l'importance d'avoir un accompagnement parce que, ben, c'est pas toujours évident de naviguer seul là-dedans. Puis on s'entend que quand on a un proche aidant ou un parent aidant, on vit, on est en plein cœur de la situation, donc c'est pas évident toute seule d'aller chercher un pas de recul, puis de réfléchir à tout ça. Donc, souvent l'accompagnement va être, un précieux allié pour y arriver. Alors maintenant qu'on a abordé la définition, ben, on va plonger, dans les pratiques gagnantes. Je vous dirais que c'est pas, vous avez pas toutes les pratiques gagnantes au complet parce que ce serait un petit peu long. Vous aurez l'occasion de plonger plus en détail, là, je vais vous parler tout à l'heure de la formation qu'on est en train de développer. Cela dit, ça va vous donner vraiment un bon aperçu de comment on a bâti les pratiques gagnantes en post-aidance, puis j'espère vous donner envie d'en savoir plus éventuellement. Alors, comme je vous disais, ben, on a développé les pratiques gagnantes à travers 4 ancrages, un peu 4 sections, si on veut, chacune abordant les aspects centraux de l'intervention en post-aidance. Le premier ancrage nous invite à reconnaître, je le répète parce que c'est essentiel, que la post-aidance est vécue en continuité du parcours de vie, puis de la trajectoire de proche aidance ou d'un parent qui a occupé un rôle de proche aidant et qu'elle va inévitablement être teintée par celle-ci. Alors, ça implique que le lien de confiance est important à développer parce que la possédance est vue comme un continuum, ça fait partie de la trajectoire. Donc, le lien de confiance dès le début, dès l'entrée dans le rôle avec l'intervenant, avec un organisme, très important. Ça va impliquer aussi de favoriser une continuité dans les services offerts. Donc, souvent, quand on parlait avec des organismes, des intervenants, on nous disait: «Oui, justement, cette personne proche aidante-là ou ce parent aidant a commencé à fréquenter nos services pour du répit, pour de l'intervention psychosociale, pour une activité d'information. On a bâti un lien de confiance, il y a quelque chose qui s'est créé et elle a pu poursuivre au travers les différents services au sein de sa trajectoire et venir éventuellement en nos groupes de deuil ou en groupe de post-aidance». Donc cet aspect-là de continuité du lien de confiance, c'est vraiment, assez essentiel, je vous dirais, dans le soutien en post-aidance. Idéalement, ne pas, en fait, il faut laisser un cadre souple en n'enfermant pas la post-aidance dans une durée trop limitée, compte tenu de la si grande variété de situations puis de besoins. Une personne proche aidante peut finalement naviguer, en post-aidance pendant un petit bout de temps, puis là, finalement, se rendre compte 2 ans plus tard: «Hey, j'ai besoin de réfléchir. Je suis qui moi, finalement, dans tout ça?» C'est donc il y a pas vraiment de durée X. Dans le fond, c'est de laisser un cadre souple, idéalement, le plus possible, parce que les besoins peuvent émerger à différents moments, par la suite. Pas trancher au couteau, c'est un peu ce que j'essaie d'exprimer. C'est aussi important comme intervenant d'aider à la mise en place d'un réseau d'entraide. On l'a déjà dit, c'est pas rare que les proches aidants, surtout en post-aidance, ben, le réseau de soutien au fil du temps, c'est peut-être effrité, les relations amicales, les relations professionnelles, peut-être parfois même avec la famille. On s'est peut-être isolé dans tout ça sans le vouloir nécessairement, hein. Donc pendant, l'offre de service, est-ce qu'on peut, comme intervenant, faciliter la création de liens avec d'autres parents aidants, avec d'autres proches aidants, puis essayer de miser sur rebâtir un réseau d'entraide, de soutien pour éviter peut-être l'isolement, finalement. Et souvent, on va dire que plus la trajectoire de proche aidance a été stressante et longue, plus l'adaptation à la perte pourrait être, difficile. Donc si on est déjà pas mal épuisé, qu'on n'a peut-être plus les ressources intérieures pour faire face à un choc émotionnel, à ce deuil-là, ben, c'est sûr que ça peut être un petit peu plus difficile. Puis je pense que comme intervenant, c'est important de reconnaître ça, puis d'être en mesure de l'observer et d'orienter la personne quand c'est ce qu'on constate qu'on évalue les besoins. Mais on va y revenir. Alors tout ça pour dire que l'ancrage numéro un, ben, c'est bien important d'avoir une vision d'ensemble. La notion de perspective est super importante en post-aidance pour bien évaluer les besoins selon la trajectoire qui a été vécue. Pour ce qui est du deuxième ancrage, on entend par situation de vie. Donc, comme je disais dans la définition, qu'il y a une décision ou un événement qui va mettre fin au rôle actif de proche aidant. Alors, souvent, il y a un élément déclencheur qui va se produire durant cette phase-là. On l'a nommé, ça peut être un deuil par décès de son enfant ou de la personne aidée ou son rétablissement.
Donc, c'est important de se doter de stratégies pour bien évaluer les besoins de la personne proche aidante, du parent aidant, selon la spécificité, hein, de la situation qu'elle a vécue, qui a mené à la fin, du rôle actif. Alors, c'est important aussi de reconnaître que la fin du rôle actif de proche aidant, ben, je l'ai déjà dit, mais peut se produire à tout âge, hein. Alors, il faut faire attention de ne rien prendre pour acquis aussi quand on ouvre ces échanges-là. Et dans le cadre des services en post-aidance, ça peut être bien de favoriser la mise en place de rituels qui vont vraiment résonner avec le vécu des personnes proches aidantes. Et de reconnaître, je le disais hein, tout juste, là, mais de reconnaître les besoins relatifs au deuil et d'offrir un soutien de deuil lorsque requis ou d'orienter la personne vers un soutien de deuil. Donc, comme intervenant, faut avoir le jugement aiguisé là, pour être capable d'observer ça, de l'évaluer, puis de bien orienter aux besoins. Et ça, c'est intéressant parce que dans nos échanges par rapport aux pratiques gagnantes en post-aidance, on a souvent entendu qu'idéalement, les groupes pour endeuiller dans un contexte spécifique de post-aidance, idéalement, sont spécifiquement réservés aux proches aidants en deuil. En effet, parce qu'il pourrait être plus difficile d'aborder, mettons, en profondeur des thématiques liées à la post-aidance en présence de personnes endeuillées qui n'ont pas vécu l'expérience de la proche aidance. On le dit, hein, c'est une chose de vivre un deuil, c'en est une autre de vivre un deuil d'une personne qu'on a soutenue. Quelque chose de spécifique par rapport à ça. Donc, idéalement, si les groupes pour proches aidants endeuillés sont réservés aux proches aidants endeuillés, ça peut peut-être faciliter les échanges sur la post-aidance, justement. Alors, quand on parle des situations de vie, on parle de répondre aux besoins spécifiques liés à la transition vécue par le parent proche aidant qui l'a mené vers la sortie de son rôle actif. Pour ce qui est du troisième ancrage, ben, la question à se poser, c'est comment combler le sentiment de vide puis se réinventer après un vécu de parent aidant. Souvent, je reviens encore avec ça, hein, mais les morceaux de l'identité doivent être revus. Souvent, il y a comme un réaménagement de la vie quotidienne, une redéfinition de soi aussi. Alors, il s'agit de faire un retour sur son parcours de vie, sur sa trajectoire de proche aidance, ainsi que sur la situation de vie qui a mené à la fin du rôle actif. Puis voici quelques éléments de pratique qu'on va retrouver dans cet ancrage-là. Alors, explorons ben, la réorganisation du quotidien. Ça veut dire quoi, réorganiser son quotidien pour cette personne-là, avec qui on intervient? Il y a quelque chose de très unique finalement à son rôle. Qu'est-ce que ça veut dire pour elle, réorganiser son quotidien? Et aussi, comment l'amener à se réapproprier un sentiment identitaire. Alors, pour y arriver, c'est sûr que d'accompagner la personne proche aidante dans l'élaboration d'objectifs réalistes selon ses besoins, ça va être important, mais aussi de l'aider à revisiter l'ensemble de l'expérience vécue comme personne proche aidante. En fait, on prend du recul ici, c'est un peu le but. D'identifier puis de faciliter la transposition des forces puis des compétences acquises dans le rôle de parent proche aidant. C'est super important aussi de les transposer vers d'autres sphères de la vie. On le dit, être un parent aidant, c'est incroyable la quantité puis la qualité des forces, des compétences qu'on développe dans ce rôle-là. Alors, comment est-ce qu'on peut bien, comme intervenant, les accompagner à bien identifier l'ensemble de tout ce qui a été acquis? Puis comment est-ce qu'on peut transposer ces forces-là, que ce soit dans un autre projet de vie, que ce soit dans sa vie professionnelle, personnelle, et cetera. Il y a quelque chose ici qui est encore on parle de continuité, de continuum, mais il y a quelque chose qui est comme à réinventer ici. Il y a des forces qui ont été acquises, comment est-ce qu'on peut les déployer dans d'autres sphères de la vie? Puis, ben, bien entendu, d'amener la personne proche aidante à revisiter sa trajectoire. Ça peut être sous forme d'une ligne de temps, par exemple. Et ça, souvent, on entend les proches aidants qui font l'exercice faire wow, OK, j'avais jamais eu le temps, en fait, de prendre ce recul-là, puis de constater tout ce qui s'est passé dans les dernières années. Donc, le recul va être super important dans la réappropriation identitaire. Il faut se donner le temps de prendre ce pas de recul-là. Alors, c'est une pratique, gagnante en post-aidance va amener, la personne proche aidante à emprunter des sentiers diversifiés, excusez-moi, pour lui permettre de se retrouver. Puis ça, on peut penser à l'art, la musique, le dessin, la photographie, et cetera. La créativité est souvent de mise. Puis ça, je vous dirais que ça a été extrêmement intéressant parce que dans toutes les entrevues qu'on a faites,
tout le monde, tous les intervenants, les organismes à qui on a parlé nous disaient à quel point, l'art, la créativité, était un médium, super important pour faciliter cette reconnexion-là à soi. Fait du sens, en fait, on sort de l'aspect un peu plus rationnel, là, puis vraiment on se rebranche à soi-même tout doucement au travers un médium qui va être, créatif finalement. Alors ça, c'était bien intéressant d'entendre tout ça. Et maintenant pour ce qui est de l'ancrage, numéro 4, on va parler vraiment du projet de vie. Donc, quelle nouvelle direction la personne prochainement, le parent aidant, souhaite-t-il emprunter maintenant qu'elle se retrouve tranquillement, qu'elle se retrouve elle-même, qu'elle retrouve peut-être un sens à sa vie, à son quotidien? Donc, l'ancrage sur le projet de vie va permettre à la personne proche aidante de déterminer la prochaine étape de sa trajectoire en s'appuyant sur son vécu et ses expériences. Alors, il s'agit ici de stimuler, encore une fois, de laisser de l'espace à la réflexion, à une prise de recul sur son expérience, d'accompagner le parent aidant à prendre conscience aussi des décisions qui ont été prises ou pas tout au long de la trajectoire. Qu'est-ce qu'on a eu à faire comme choix? Ça a été quoi les décisions? Ça a été quoi qui nous a fait pencher pour telle ou telle décision? Ça peut être vraiment pertinent de se remémorer tout ça. D'aider la personne proche aidante à se reconnecter à ce qu'elle aimait faire, à ce qu'elle était avant l'entrée dans ce rôle-là aussi, parce que ça, on peut l'oublier, puis c'est normal. D'accompagner la personne proche aidante à traduire en étapes concrètes le projet de vie. Donc, qu'est-ce qui lui parle maintenant? Qu'est-ce qui fait du sens pour elle? Elle a envie de quoi? Et d'outiller la personne proche aidante à prendre des décisions qui sont libres et éclairées pour la suite de son parcours de vie. L'idée d'aller justement revisiter les décisions qui ont été prises dans le passé, ça peut peut-être aider à faciliter maintenant les décisions qu'on a à prendre. Puis ça, la notion de décision libre et éclairée, c'est super important. Puis, bref, ça peut prendre du temps aussi pour assimiler tout ce qui a été vécu, puis de voir comment est-ce qu'on fonce finalement dans la suite des choses, mais en faisant des choix peut-être le plus consciemment possible. Donc, c'est ce qu'on peut faire comme intervenant, comme accompagnement pour guider les proches aidants à faire ces choix-là pour la suite des choses. Je tiens à souligner que bien que je présente les 4 ancrages comme si c'est comme une étape après l'autre, là, comme si c'était complètement linéaire, ben, c'est important de reconnaître que les proches aidants en post-aidance peuvent vivre des allers-retours là, dans ces différents ancrages-là. C'est pas si linéaire que ça en réalité, mais c'est comme une manière de le théoriser un peu, pour permettre de mettre en lumière la notion de continuum, qui va être si centrale à la post-aidance. Ici, je voulais juste vous mentionner justement les pratiques gagnantes, j'en ai parlé tout à l'heure, que, les contenus relatifs aux pratiques gagnantes sont accessibles à partir du site web de l'appui. Dans la section professionnelle, vous allez retrouver pratiques gagnantes. Donc pour les thématiques que j'ai mentionnées, au début. Mais comme je vous disais, compte tenu de l'ampleur des contenus qu'on a recueillis pour le soutien auprès des hommes proches aidants, mais aussi en post-aidance, on a pris la décision de développer 2 formations en ligne et asynchrones. Donc, les gens peuvent les suivre quand elles le souhaitent, pour les intervenants et les professionnels qui accompagnent les personnes proches aidantes en post-aidance. Les formations vont être disponibles en juin. C'est des formations gratuites. C'est possible de s'inscrire directement à partir de la page web des pratiques gagnantes pour accéder à la liste d'attente. Et quand les formations vont être prêtes, vous allez recevoir un courriel pour pouvoir les suivre. Peut-être quelques petits mots. Vous connaissez sans doute InfoAidant, hein, service d'écoute, d'information, de référence qui s'adresse aux personnes proches aidantes, à leur entourage, aux intervenants puis aux professionnels de la santé. Service offert par l'appui, donc service professionnel, confidentiel et gratuit. Vous avez les infos pour accéder. Sinon, vous pouvez toujours aller voir sur le site web de l'appui là, pour avoir les détails. Et je tenais aussi à vous parler de Cap 18. Vous connaissez peut-être sans doute aussi. Donc, une plateforme qui a été nouvellement lancée sur le passage à 18 ans. Alors, c'est vraiment un site qui vise à simplifier les démarches puis à guider les parents aidants, mais aussi les intervenants, à travers la complexité administrative du passage à l'âge adulte de leurs enfants à besoins particuliers. Alors, Cap 18, c'est vraiment le fruit d'un partenariat entre l'appui, l'accompagnateur, Fin Autonome, l'étoile de Pachot,
puis solidarité de parents de personnes handicapées. Donc, ça vaut la peine d'aller explorer ces contenus-là. Et là, c'est bien, j'arrive à E40, puis j'ai pas mal terminé de vous présenter les contenus. Je vous remercie de votre attention, puis bien entendu, je suis tout à fait disponible pour vos questions, commentaires, réactions. On a le temps en plus.